Me présenter en quelques mots. Ah, je pense que vous avez déjà démarré sur, peut-être un des aspects intéressants, mais moi je me définirais d'abord comme un comment dire? Comme un papa chanceux de 4 enfants avec une épouse formidable et voilà, Ça, c'est j'essaie du de vivre de ma passion qui est la médecine chinoise. Donc je traite des patients, dans ce domaine-là et j'essaye de transmettre cet art à des personnes qui veulent faire la même chose pour pouvoir, aider les gens qui souffrent mais vous et ceci recevez depuis, au moins 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis, dans le domaine. et vous exercez en Espagne, c'est ça? Et vous recevez des patients en Espagne, des patients que vous traitez par la médecine Je chinoise. reçois des patients qui viennent, d'Espagne, de France, de Suisse, de Belgique, occasionnellement des États-Unis, d'Israël. Enfin, j'ai la chance, comment dire, d'avoir, beaucoup de gens qui me font confiance. Bon, j'ai beaucoup aimé votre présentation quand je vous ai dit que vous étiez à la fois formateur et praticien, que vous m'avez parlé de ce qui fait la plus belle unité, c'est-à-dire votre épouse et vos enfants. En J'ai sachant lu, que l'épouse est le pilier, hein. L'épouse est le pilier et nous sommes des satellites autour de ce pilier. on est bien d'accord avec ça. J'ai lu, je lis régulièrement vos newsletters et j'ai lu la dernière newsletter qui était autour de la Covid-19. Si je ne veux pas vous trahir, mais vous disiez qu'il n'était pas difficile de soigner, de se soigner de la Covid-19 avec la médecine chinoise. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Alors d'abord, ce que j'ai dit dans cet article, il n'est pas, c'est pas très inédit. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul à m'être rendu compte à quel point cette pathologie, si elle est soignée au tout début, est dans la majorité des cas très facile à soigner, mais vraiment, je dirais même plus facile qu'une grippe ordinaire. D'accord, Je ne parle pas du stade où la personne est sous respirateur en train de mourir. Je ne parle pas de ce stade-là. Nous sommes d'accord. Je tout à parle de fait. la personne qui, débute, qui commence à avoir, des premiers symptômes ou un mal de tête ou une, heu, une fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et cetera, ou certaines personnes n'ont simplement que de la toux, une difficulté respiratoire. En fait, si on prend cette pathologie, au début et on la traite, que ça soit, je pense, en médecine chinoise avec la phytothérapie chinoise, donc les plantes chinoises ou éventuellement d'autres approches, hein. Je ne pense pas qu'il y a que la médecine chinoise qui peut traiter cette pathologie, eh bien, finalement, on a des résultats très rapides. Moi, mon expérience depuis 1 an, c'est on a des résultats entre 3 et 7 jours, on fait disparaître tous les symptômes, voilà, initiaux. Ça nous arrive aussi de soigner des gens qui traînent ça depuis 15 jours, 2 semaines et on y arrive aussi. Mais D'accord. plus c'est pris tôt, mieux c'est et Mieux je peux vous c'est. assurer que je suis pas en train de, comment dire? D'essayer de vendre de l'illusion. C'est une réalité et je suis pas le seul à le dire. Même dans le monde médical conventionnel, certains ont dit mais enfin moi je connais quelques personnes, j'ai quelques amis dans la médecine conventionnelle, des médecins et qui disent, ben, voilà, qui avec leur propre approche, ils arrivent à avoir des résultats, remarquables. Mais il faut pas attendre que la personne soit en insuffisance respiratoire, manque d'oxygène, parce que là, c'est souvent trop tard. Que se passe-t-il en Espagne par rapport à ce qui se passe en France? Est-ce que vous avez les mêmes contraintes ou les mêmes règles? Alors si vous voulez, pour être, plus clair, en fait, je ne suis plus mon cabinet n'est plus en Espagne maintenant, mon cabinet est à Andorre, d'accord? Ce qui est pas très loin d'où j'étais avant. Je suis à peu près à 2 heures et demie où j'étais, avant et les contraintes qu'il y a, en tout cas en Espagne, ont été similaires à la France pendant, en tout cas, la première partie de cette année un peu folle et aujourd'hui, bah, ça dépend des régions, mais c'est un petit peu comme en France, ça ouvre, ça ferme, ça recommence, ça s'arrête, on commence à libérer un peu des choses et puis on referme. C'est très, très épuisant. Il y a un petit peu plus de possibilités, pour les restaurateurs de travailler, ce qui permet de leur sauver un peu, la mise ou la vie, j'allais dire. Hem, pour le moment, voilà, c'est relativement similaire à ce qui se passe, en France avec les mêmes stratégies qui ont été prises collectivement au départ par, certains comités scientifiques qui ont dit: «Cette pathologie ne peut pas se traiter, il faut attendre et si jamais il y a des risques, enfin des troubles respiratoires sérieux ou un problème, d'oxygénation, à ce moment-là, on intervient».
ce qui me paraît être vraiment la vraie erreur de la gestion de cette pandémie. Tout le reste, c'est compliqué, on peut difficilement juger, peut-être qu'on aurait fait pire à la place de nos dirigeants. Donc moi, je ne leur lance pas du tout la pierre. En revanche, je pense que les scientifiques ont fait des choix malheureux qui, à mon sens, nous ont obligés de faire ce genre de contraintes qui a étouffé l'économie, qui a étouffé notre société et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore contrôlé cette pandémie parce qu'il y a de nouvelles pandémies. En fait, il n'y a pas qu'une épidémie. En fait, il y a eu plusieurs épidémies successives qui ont fait qu'on en est encore à utiliser la peur et la contrainte pour essayer de limiter la casse. Ça me paraît vraiment un choix désastreux. Je peux me permettre de dire ça, car mon expérience de praticien de médecine chinoise me permet de dire que l'on peut soigner facilement cette pathologie. Peut-être qu'on ne peut pas la soigner pour tout le monde facilement, mais en tout cas, pour le moment, aujourd'hui, je touche du bois sur mon bureau qui est en bois. Je peux vous assurer que je n'ai eu aucun échec pour soigner les patients qui démarrent un Covid. Aucun échec. Et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que ça ne vaut pas le coup d'attendre le stade terminal, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, de cette pathologie pour faire quelque chose. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers nous, praticiens de médecine chinoise, et ils ont raison, parce que le plus souvent, ils sortent plus vite de la pathologie, surtout, non pas, vous savez, les symptômes de ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des gens, après avoir fait l'aspect plus aigu, ils vont se trimballer pendant des mois et des mois et des mois des effets secondaires ou neurologiques ou sur l'odorat, le goût, la manque d'énergie, de la grande fatigue, etc., qui ne sont pas là si on traite tout de suite la pathologie. Donc, c'est bien triste qu'on ait géré cette épidémie, cette pathologie de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'apporte la médecine chinoise dans ce traitement de cette épidémie? Alors d'abord, c'est très, très amusant parce que bon, la médecine chinoise est très ancienne. Elle a, selon les sources, entre 3000 et 2500 ans. Et on peut dire qu'elle s'est vraiment posée telle qu'on la connaît aujourd'hui il y a 2000 ans. Et un des premiers textes fondateurs de ce qu'on appelle la phytothérapie chinoise, c'est-à-dire l'usage des plantes médicinales pour aider des gens qui souffrent, donc à visée thérapeutique, eh bien, dans cet ouvrage, qui s'appelle le Lun, et puis en fait, il est en deux parties, ça s'appelle le Lun et le Qinghuai, mais la première partie s'appelle le Lun, si vous voulez, qui s'appelle le traité des lésions du froid, a une très très bonne analyse de ce genre de troubles viraux, de ces maladies virales, Oui. que ce soit la Covid, que ce soit la grippe habituelle ou d'autres maladies virales. Et en fait, c'est très, très amusant parce que lorsqu'on observe nos patients qui souffrent de la Covid, on dirait presque des cas d'école, comme on dit, qui sont exprimés tels quels pratiquement dans un texte qui a 18 siècles. Alors, bien sûr qu'ils ne parlaient pas de la Covid, puisque c'est a priori un type de virus nouveau, particulier, qui s'est transmis à l'homme, à l'être humain. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un outil, cet outil qui a 18 siècles, fantastique pour analyser, si vous voulez, la typologie, le type de Covid. Parce qu'il n'y a pas un Covid, si vous voulez, une Covid. Il y a en fait différents types. C'est-à-dire que selon les patients, ils vont exprimer des choses un peu différentes. Oui, on retrouve la fièvre et les frissons, par exemple, assez souvent. Mais certains ont, par exemple, très peu de fièvre, beaucoup de frissons. D'autres ont des frissons et de la fièvre simultanés. D'autres ont des frissons et une fièvre en alternance, ce n'est pas en même temps. Et certains font des grands frissons, enfin une grande sensation de froid, de frilosité, sans fièvre. Ben, tous ces cas répondent, si vous voulez, à des stratégies thérapeutiques, des plantes, des combinaisons de plantes totalement différentes. Et ça, c'est notre travail, nous, praticiens de médecine chinoise, d'évaluer le déséquilibre du patient, que ce soit pour le Covid ici ou pour d'autres pathologies, pour pouvoir ensuite proposer le traitement le plus adapté possible pour qu'il y ait une meilleure efficacité possible. C'est pourquoi moi j'ai réussi à obtenir des résultats qui peuvent être étonnants, mais qui sont vrais. C'est qu'on soigne
Le Covid, allez, le plus long que j'ai eu, c'était 7 jours pour vraiment se débarrasser de l'essentiel. Mais le plus souvent, c'est 3, 4, 5 jours. Il y a encore Oui. récemment, un couple, comment dire, je soignais donc le mari d'abord en début de semaine, et puis je crois 2 jours après, il était dans son jardin en train de tondre sa pelouse. Et OK, il y a que le Doliprane qui normalement doit traiter cette maladie. Mais non, il y a autre chose à faire, il y a des possibilités, notamment en médecine chinoise, et c'est triste qu'on n'ait pas pu laisser les gens qui avaient des propositions à faire pour soigner cette maladie. Je parle de la médecine chinoise, ça peut être d'autres formes de médecine, on va dire, non conventionnelle, naturelle, ou même au sein de la médecine conventionnelle, laisser les gens traiter les malades. Probablement que certains traitements n'étaient pas utiles ou valables, peut-être, mais il ne fallait pas laisser les gens s'aggraver jusqu'à l'impossibilité de respirer, hein, avec le manque d'oxygène, et d'entraîner des thromboses, des embolies, etc., etc. Donc voilà, ce que peut apporter la médecine chinoise, c'est d'abord une manière de faire le bilan du patient, un diagnostic, si vous voulez. Alors je sais qu'on est, ce terme est normalement réservé à la médecine conventionnelle. Alors j'ose l'utiliser pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Eh bien, la médecine chinoise, en fait, analyse les symptômes de votre pathologie, essaie de voir quels sont les mécanismes pathologiques derrière cette pathologie, et à partir de là, met en place une stratégie thérapeutique de soins, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec des aliments aussi en diététique. Ça peut être aussi avec l'acupuncture, avec ce qu'on appelle la moxibution, avec comment dire, on va dire le massage thérapeutique chinois, etc. Mais pour le Covid, il n'y a rien qui égale la phytothérapie chinoise au sein de la médecine chinoise. Daniel. Est-ce que vous, dans les cas que vous avez eus et que vous avez traités, est-ce qu'il y avait des cas de comorbidité? Oui, quelques-uns. Ce n'est peut-être pas la majorité. Et c'est triste parce que je pense que c'est ces personnes-là en priorité qu'on aurait dû traiter le plus tôt possible. J'en ai eu quelques-uns, hein, des cardiaques, des diabétiques, hein, des choses comme ça. Donc oui, j'ai eu. Mais ce n'était pas une majorité, c'est vrai. Et vous pensez que la médecine chinoise peut aussi s'appliquer pour ces gens qui ont des comorbidités? Ah bah, je pense que c'est sûr et certain, et les expériences que j'ai eues m'ont montré que oui, il y a pas de, je dirais que c'est surtout sur ces gens-là qu'il faudrait appliquer ces méthodes, je dirais, précoces. Hein, il faut traiter cette maladie le plus vite possible. Plus c'est rapide, mieux c'est. Plus ça a de chances de passer l'histoire tranquillement, comme une mauvaise grippe s'il le faut. Au pire, c'est ce qu'on doit s'attendre. Mais c'est évident que si on ne fait rien, il y a plus de risques, surtout pour ces personnes-là, d'avoir des troubles particuliers. Ceci étant dit, moi j'ai vu de tout aussi, hein. En dehors de mon expérience personnelle, quelques amis, d'anciens patients qui m'ont raconté leur aventure, certaines personnes qui avaient justement plusieurs maladies relativement à Oui. risque par rapport à la Covid, ont fait la Covid, et puis en 3, 4, 5 jours, 7 jours, ils l'ont passé, il n'y a eu rien du tout. Donc c'est en effet une pathologie qui est un peu capricieuse, qui n'a pas toujours un standard dans sa manière de se développer, de se manifester, etc. C'est pourquoi il faut une médecine adaptative. Il faut s'adapter au patient. Il ne faut pas traiter la maladie, il faut traiter le patient qui a la maladie. Et ça fait une énorme différence. Bien sûr. Et la Mais médecine chinoise fait partie de ces médecines adaptatives qui cherchent, bien sûr, à traiter une maladie, mais en rapport avec un patient, avec une typologie particulière, une constitution particulière, avec, comment dire, un passé médical particulier, etc. Et ça, c'est très important. est-ce qu'il y a des possibilités de prévention? Est-ce que, par exemple, vous pourriez dire à certains de vos patients, vous êtes potentiellement à risque, vous devriez peut-être prendre ça, ça, ça en prévention de la Covid? Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'ai des patients qui me consultent pour prévenir. Donc, au-delà, je voulais au-delà de l'aspect de la médecine chinoise, je propose toujours de la vitamine D, vitamine C, zinc.
voilà, donc ça, je fais ça, plus un traitement de plantes chinoises qui va, pour faire simple, hein, pour ne pas perdre l'auditoire, c'est qui va renforcer les défenses immunitaires. C'est-à-dire qu'en fonction des faiblesses, des forces de la personne, on va utiliser des combinaisons de plantes différentes. Donc, normalement, si on fait bien notre travail en médecine chinoise, ce sont des traitements individualisés. C'est de la haute couture, ce n'est pas du prêt-à-porter. Et grâce Oui. à cela, on a assez souvent, pas toujours, je ne dis pas qu'on fait des miracles à chaque fois, je ne dis pas qu'on a réponse à tout. Bien sûr que non. On a aussi beaucoup de limites. Mais bien sûr. Mais assez souvent, même pour des pathologies qui sont des fois, qui n'ont pas de réponse ou des réponses incomplètes en médecine conventionnelle, on peut nous aider, compléter et aider vraiment les personnes à avoir un mieux-être. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'exerciez plus en Espagne actuellement, vous étiez en Andorre, c'est ça? Oui, tout à fait. Au début de la Covid, je suppose que vous étiez encore en Espagne, non? En fait, je vais vous dire, je vais faire un aveu. Euh, je suis allé en fait au mois de mars enseigner, comme ça m'arrive régulièrement, à l'étranger. J'étais allé en fait au Brésil. Je suis allé enseigner au Brésil. J'ai un groupe fantastique là-bas, des gens vraiment formidables, les Brésiliens. Hein. Il ne faut pas confondre le peuple et leurs dirigeants surtout. Donc c'est vraiment un peuple fantastique. Oui. Et je suis revenu en Espagne, hein, parce qu'en Andorre, il n'y a pas d'aéroport. Je suis revenu par l'Espagne et je suis revenu le jour où ils ont fermé, où le confinement a démarré en Espagne. Et j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. C'est si vous voulez, l'aéroport, il était quasiment désertique. Alors un peu moins à Madrid, parce que j'avais fait une halte à Madrid. Mais alors sur Barcelone, on aurait dit, je ne sais pas, un film, comment dire, de De science-fiction où il y avait science-fiction, pratiquement plus d'être vivant. C'était vraiment une impression très très bizarre. de Et on fin voyait du qu'il y avait monde. déjà la peur qui avait été transmise dans la population. On le sentait très 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 nettement. Et ça à mon avis, c'est une autre, à mon avis, erreur que nous avons fait collectivement, je pense, les médias, nos dirigeants, certains scientifiques, c'est d'avoir imposé la peur par rapport à cette pandémie, alors que je ne dis pas qu'il fallait forcément fermer les yeux sur certaines choses ou mentir, mais c'était trop souvent alarmiste. Et des fois, on nous a promis des chiffres qui étaient, mais on se dit, ça y est, alors c'est sûr que c'est la fin de tout. On nous promettait en France 500 000 morts, quand notre président français, que je respecte, avait annoncé, je crois, au deuxième confinement, je crois, 400 000 morts ou 40 000 morts, je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est un truc complètement extravagant. Moi, ce que je vois, Daniel, c'est quoi? C'est de plus en plus de personnes qui ne sont pas bien psycho-émotionnellement. Il y a de plus en plus d'anxiété, de dépression, vraiment à des mal-être profonds qui n'existaient pas il y a un an. Hein. Il y a une explosion de vraiment des troubles émotionnels. Et je pense que c'est parce que même ceux qui n'ont pas été touchés, ils se sentent de plus en plus oppressés. L'aspect social nous manque. Voilà, c'est là en ce moment là, vraiment l'état psycho-émotionnel, en tout cas des Espagnols, des Français, des Andorrans, ce sont les gens que je côtoie d'un point de vue professionnel ou personnel, c'est vraiment très, très dur, très, 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 très mal. Et sachez une chose, c'est qu'il y a une étude récemment anglaise qui est sortie, qui a démontré que 30% des gens qui ont eu la Covid, 30%, dans les 2 ou 3 mois qui suivaient le Covid, euh, manifestaient une maladie psycho-émotionnelle. Alors, ça pouvait être des choses très, très simples, comme de la simple anxiété, jusqu'à une psychose. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait de la psychose après avoir Oui, fait le oui, Covid. oui. Tranquille. Pas ça que je dis. Mais il y a quand même 30% de gens qui ont des troubles émotionnels ou psychiatriques après avoir eu le Covid. 30%, ce n'est pas 100%. Mais ça fait beaucoup. C'est énorme. Ces gens-là, plus tous les gens qui souffrent de l'angoisse qu'on vit en permanence, des peurs, des confinements, on n'est plus en interaction, certains ont perdu leur job, certains, comment dire, qui n'ont pas droit à l'aide d'État, ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le chômage partiel, perdent leur activité. J'ai des confrères, mais ils sont quasiment ruinés.
Certains qui s'en sortent super bien. Alors, c'est très bizarre, cette histoire, parce que certains de mes collègues en France, certains, mais ils explosent, ça fait exploser leur cabinet, et d'autres, ils se sont effondrés. Et Donc, comment ça s'explique, ça, cette alors qu'ils marchaient différence? bien. Je ne sais pas, peut-être des régions sont plus touchées, peut-être qu'il y a des caractères aussi, je ne sais pas. Je ne m'engagerai pas là-dessus, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance actuellement, et je pense qu'on aurait pu éviter une partie de cette souffrance. Vous avez presque répondu à deux questions que je voulais vous poser, Philippe. La première question, c'était quels sont pour vous les effets collatéraux de ce qui s'est passé? Donc, vous avez répondu déjà en partie par rapport à des maladies. Bon, en résumé, oui, en résumé, disons, on peut dire que je pense que l'aspect économique va être dramatique et dramatique. Peut-être pas autant qu'on le croit, parce que peut-être qu'il va y avoir un sursaut de la consommation. Enfin, je ne veux pas faire l'économiste, hein, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est évident que si l'économie va mal, il y a beaucoup d'autres choses. La santé va très mal après. Vous savez, on dit souvent, c'est pour rigoler, le travail, c'est la santé. Ben, je peux vous le confirmer, que le travail, c'est la santé. Et que quand on perd son job, c'est pas simplement son gagne-pain pour vivre, payer son électricité, son gaz, etc. C'est également c'est sa manifestation dans la société. C'est donner son sens à sa vie. On ne vit pas tous par notre travail, mais beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de nous positionner socialement dans notre société. Et par rapport à ça, perdre son travail, c'est épouvantable. Et à partir de là, plein de pathologies peuvent être provoquées. Certes, des maladies émotionnelles, mais aussi des maladies autres, Bien totalement sûr, physiques ou bien sûr, psychosomatiques. bien sûr. Et donc ça c'est évident que ce qu'on vit là, c'est historique. Ça, c'est évident, c'est historique. De par, pour moi, euh, la simplicité à soigner cette pathologie, et à l'inverse, les effets incroyables que ça a pu provoquer dans notre monde qui est interconnecté, où probablement beaucoup de nos dirigeants ont paniqué au départ, et ils ont eu raison, et j'aurais fait pareil. On ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était. On pouvait imaginer le pire. Et puis tout ce bazar, on sait que c'est historique. Et moi, je suis persuadé que ça va donner naissance probablement à des évolutions. Sûrement. Probablement, j'espère, en tout cas favorable, peut-être moins favorable, je ne sais pas. Mais c'est évident que ça va ébranler des choses. Et par rapport à ça, je pense que donc il y aura ça comme conséquence. Il y aura probablement des changements importants dans nos sociétés à niveau mondial. Mais même, ça pourrait avoir des impacts au niveau politique, c'est évident, des impacts au niveau, comment dire, du travail des gens, des impacts de la santé des gens, de la santé physique et émotionnelle. Voilà pour moi les conséquences de cette épidémie. Vous avez parlé tout à l'heure du Brésil. On a des informations qui montrent un nombre de morts absolument colossal au Brésil. Est-ce que vous en savez quelque chose? Alors, j'ai de très très bons amis au Brésil. J'ai une très très bonne amie qui s'appelle Cilia Ferreira, qui fait le même métier que moi, qui est vraiment une femme fantastique et qui est très 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 inquiète. Très inquiète à cause du pouvoir en place, très inquiète par la gestion qu'il y a eu de cette pathologie. Elle a encore ses deux enfants qui sont grands, mais encore ces deux enfants qui sont là-bas, et elle voudrait faire venir probablement certains, les deux ou un des deux, en Europe, parce qu'elle est aussi portugaise, elle est brésilienne et portugaise, et elle est vraiment très très inquiète. Alors je ne veux pas faire de la politique ici, c'est pas mon rôle, j'y Non, connais rien, je suis pas compétent, mais ce qui est certain, c'est que ce qui se dit, je dirais dans les gens comme vous et moi, c'est très mauvaise gestion également de l'épidémie, presque pas dans certains endroits. Il faut comprendre que le Brésil, c'est des ultra riches et des ultra pauvres. C'est évident que l'accès aux soins dans une partie de la population n'est pas la même que, par exemple, en France, on a tous droit pratiquement. oui, Peut-être oui. qu'il y a des inégalités parfois, mais actuellement, dans le Covid, on ne vous choisit pas parce que vous êtes smicard. Enfin, ça n'existe plus. On ne dit plus comme ça, je crois. Vous m'avez compris. Si, On dit nouveau comment dire, pauvre. on gagne que 1 400 € par mois, ou si vous êtes le patron d'une entreprise très riche, on vous prend de la même manière. On ne fait pas de choix. D'accord. Donc, il y a ce problème-là, je pense, au Brésil, qui défavorise bien sûr le soin précoce de cette pathologie. Et comme
Vous savez, ce n'est pas compliqué. Euh, Quand vous regardez les couches sociales les plus pauvres, c'est celles qui sont les moins bien nourries, qui sont les plus obèses, qui ont plus de diabète, qui ont plus de maladies cardiovasculaires aujourd'hui dans nos Oui, sociétés. Alors que les couches sociales plus aisées ont moins de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, etc., etc. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Forcément, euh, plus de gens qui ont ces pathologies-là dans certains endroits du Brésil, plus de pauvreté, plus de ce type de pathologie, et moins de soins. Ben, qu'est-ce que ça donne au final? Ça peut donner qu'une catastrophe. oui, mais C'est ce qui exactement s'est passé pratiquement aux États-Unis. Hein. Plus ou moins, ça a été la même chose. Peut-être un peu moins fort parce que probablement que les hôpitaux ont quand même assuré d'une manière plus dynamique. En revanche, il y a aussi beaucoup d'obèses aux États-Unis, beaucoup de, de personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, etc., qui sont des facteurs à risque. Et c'est ce qui, je pense, a induit aux États-Unis des chiffres qui sont fous également. Je crois que au niveau des pays occidentaux, je crois que c'est un des plus élevés, quoi, de ceux qui ont plus. Je parle en nombre, bien sûr, de manière relative, hein, en nombre de personnes, oui, d'habitants. Hein. oui, oui, Bien sûr, un pays qui fait 350, 320 ou 350 millions d'habitants ne peut pas avoir les mêmes pertes que la Suisse qui a 6 ou 8 millions. C'est normal, c'est logique. bien Mais sûr. en proportion, ils sont très, 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 très élevés, quoi. Et c'est pas normal. Avec la richesse qu'il y a dans ces pays-là, il y a une anomalie. D'ailleurs, il faut quand même comprendre que globalement, c'est plutôt dans les pays occidentaux et européens qu'on a eu le plus de mortalité. Il va falloir se poser la question de pourquoi, alors qu'on a les meilleurs, soi-disant, les meilleures médecines au monde. Il faudrait peut-être que vous me posiez la question, Daniel, tiens, mais pourquoi en Asie, il y a eu aussi peu de morts? Ça serait peut-être une question intéressante à poser. Alors, je vais vous répondre, Daniel. D'abord, il faut savoir que on ne sait pas tout de ce qui se passe en Asie. Il faut prendre conscience qu'on regarde toujours les sociétés différentes des nôtres avec notre propre filtre. Et on capte simplement ce qui nous intéresse. La réalité de l'Asie, c'est la chose suivante. C'est que d'abord, on est tous d'accord que le nombre de morts en Chine est sans doute beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont annoncé. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui fonctionne comme ça, point. Je ne vais pas Oui, oui, aller plus oui. loin, ça n'a aucun intérêt. Mais on sait très bien qu'il y a sans doute beaucoup plus de morts. Ceci étant dit, proportionnellement à la population, c'est mais bien inférieur, et ça c'est certain, que dans les pays européens. On ne peut pas en être sûr pour la Chine, mais on en est sûr pour Taïwan, pour Singapour, pour Hong Kong, pour la Corée du Sud, par exemple, parce que eux, ce sont des pays qui sont, où il y a la transparence, on sait exactement combien de morts il y a eu, combien il y a eu d'infectés, etc. Et si on Oui. regarde globalement, tous ces pays-là ont réussi à passer l'histoire, mais sans problème. Il y a très peu de mortalité. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils avaient l'expérience de 2003, quand il y a eu l'épidémie de SRAS, qui a duré que quelques mois, mais qui a fait prendre conscience aux Asiatiques qu'il y avait un danger, qu'il fallait faire attention, et à partir de là, mettre en place des stratégies en cas de nouvelle épidémie. C'est ce qu'ils ont fait, beaucoup de traçage, etc., etc. Bon, bref. Donc, ils étaient prêts pour l'épidémie. Et deuxième chose, ils n'ont pas attendu que les gens soient en insuffisance respiratoire pour traiter les patients. Ça aussi. C'est qu'ils ont traité précocement. Les Chinois ont utilisé notamment, par exemple, la fameuse hydroxychloroquine qui a fait couler tant d'encre dans la polémique. Mais pas que ça. Ils ont utilisé beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on nous dit jamais dans les médias, je trouve ça incroyable, il y a eu un usage massif partout en Asie des plantes médicinales chinoises. Oui. Ce qui a permis, pour beaucoup de gens de se soigner comme ça et donc d'arrêter, si vous voulez, leur niveau, au lieu d'être infectés sur 15 jours, si vous traitez rapidement les personnes, au bout de 3 jours, 5 jours, 7 jours, ils ne sont plus, infectants. Oui, Donc je le fait comprends. d'avoir traité, les gens se sont traités avec des plantes chinoises. Moi, je suis dans des réseaux, ce qu'on appelle WeChat, si vous voulez, c'est l'équivalent de Signal, Hmm. de WhatsApp, etc., ou de Telegram.
Donc, il y a des réseaux, d'accord, où on parle, on communique, etc. Des groupes, si vous voulez, de professionnels. Oui, oui, voilà. Et tous les collègues, ils bossaient à fond pendant ces périodes-là. Au début, enfin, c'était surtout les 3 premiers mois. Ils bossaient comme des fous, comme des fous. Moi, j'ai encore quelques amis à Wuhan où s'est développé, a débuté a priori l'épidémie, mais les médecins de médecine occidentale travaillaient à fond, mais les médecins de médecine chinoise à fond également. Donc, il y a eu l'usage massif des plantes médicinales chinoises au point où on avait même au mois d'avril chez nous commencé à avoir des pénuries chez nos propres laboratoires qui distribuent les plantes pour les professionnels comme nous. On commençait à avoir des pénuries sur certaines plantes. Oui, J'ai jamais vu ça. oui, Ça oui. peut arriver ponctuellement, mais que 3, 4, 5, 10, 15, 20 plantes ne sont plus disponibles, c'était hallucinant. Chez nous, ça n'était jamais arrivé. Ben, pourquoi? Parce que les Asiatiques ont gardé les plantes pour eux, quoi. Ils se sont servis en premier. Et ça, je comprends. Je critique pas ça du tout. C'est normal. Chacun essaie de sauver sa peau. C'est logique. J'aurais fait la même chose. Est-ce que En c'est revanche, ce encore qui est le certain, cas? c'est que de quoi non, non, il n'y a plus de pénurie. Et depuis, si vous voulez, actuellement en Asie, il n'y a pas ce qui se passe en Europe. Ils ne referment pas, ils ne reconfinent pas, ils font attention, mais il y a très peu, il y a très peu de cas, quoi. C'est très simple, on en meurt quasiment plus. Ah, Oui, peut-être ça va recommencer dans 15 jours, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est fini. Je dis simplement, c'est qu'actuellement, et depuis des mois et des mois, la vie a repris. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez, comment dire, le travail a repris normalement. L'activité est quasiment normale. Et ça depuis déjà longtemps. Alors que nous, on n'arrête pas d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. Et c'est épouvantable pour beaucoup de sociétés et de nous, hein, d'individus, d'être dans cette sans arrêt, de ne pas savoir où on va. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. bien C'est ce qui, sûr. pour moi, une des grandes causes de la souffrance émotionnelle de beaucoup des gens que je vois, c'est que, mais on ne sait pas où on va. Parce que sans arrêt, c'est ah, ça va être peut-être un peu mieux. Ah, mais non, ça recommence. Et puis ça va mieux, et puis ça recommence. Et sans arrêt, donc on ne sait pas où on va. J'ai Ça, c'est entendu l'autre jour un médecin dire: «On va en avoir encore pour 8 à 9 ans». C'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux. Même s'il avait raison, dans l'état où nous sommes actuellement, c'est surtout pas ce qu'il faut dire. Je dis pas qu'il faut cacher la vérité. Je dis que c'est pas ce qu'il vient de dire, il n'en est pas sûr. Il n'est pas sûr du tout de ça. L'épidémie peut s'éteindre tout d'un coup, comme a fait le SRAS, comment dire, en 2003, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas encore pourquoi ce genre d'épidémies peuvent s'éteindre. Ou alors, elle peut devenir, comment dire, cyclique, comme la grippe. On oublie que la grippe, c'est chaque année, chaque hiver. Ben, peut-être que le coronavirus reviendra nous visiter sur différents variants tous les hivers. C'est possible aussi. On ne sait pas encore. Mais dire, dans l'état où on est, euh, bien sûr, un journal important, dire on en a encore pour 8 ou 9 ans, il disait, voilà, c'est encore un peu plus de peur, quoi, un peu plus de pression. Ben, il n'y a plus ça en Asie. On n'a plus ça en Asie. Moi, j'ai un très bon ami qui vit à Taïwan, vit complètement normal. Il, il a sa vie normale. Pas été, je crois qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait de confinement, jamais. Mais au-delà de ça, alors on peut comprendre, c'est une île, c'est plus facile à fermer les frontières. D'accord. Mais ils ont fait le job. Ils ont oui, dit, on n'a pas de cas pour le moment, il ne faut pas qu'on en fasse rentrer. Donc chaque personne nouvelle qui est rentrée par soit les bateaux, soit, c'est une île, soit bateau, soit avion, c'était très simple, c'était 15 jours de confinement, mais d'une personne, de la personne. On n'impose pas au peuple entier de se confiner, bien c'est simplement sûr. les gens à risque. Et avec traitement, test, etc. C'est sûr que vous étiez sûr quand vous sortez de l'hôtel d'être nickel, propre, Oui, oui, impeccable. oui, oui. Mais c'est ce qu'il fallait. Bon, je ne dis pas que c'était facile à faire en France, sans doute c'était beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, je ne veux surtout pas jeter la pierre à nos dirigeants parce que je pense que c'est une situation exceptionnelle, compliquée et j'aurais fait sans doute pire. D'accord. En Oui, revanche, je vois que en Asie, ils ont géré différemment parce ils étaient déjà prêts pour les épidémies. Ils ont traité tout de suite et ils ont fait un usage massif des plantes médicinales chinoises. C'est pour ces 3 raisons que la situation est totalement différente de la nôtre et complètement à l'inverse, où ils ont une vie quasiment normale et beaucoup moins de décès, quoi.
comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez l'avenir immédiat Vous voulez dire par rapport à cette épidémie? par rapport à cette épidémie, oui. On s'est tous trompés. Parce que moi aussi, quand c'est arrivé, en fait, on commençait à parler de tout ça en décembre un tout petit peu, et puis après en février. Bien sûr, moi je suis dans le monde médical, même si mon pays, la France, ne pense pas que je suis dans le monde médical. En fait, moi je suis, c'est ma fonction, c'est que je soigne les gens et je pense le mieux possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me font confiance pour ça. Donc, je suis dans le milieu médical. Donc, je suis à 100% d'un certain réseau où on parle beaucoup médecine et ce qui arrive, etc. Et puis, comme beaucoup, j'ai pensé franchement que ça allait faire comme une grosse grippe, peut-être un peu plus sévère que d'habitude. Je parle du mois de mars, février-mars, et que ça allait s'éteindre comme souvent en avril-mai, ce qui a été le cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les variants. En fait, il y a des nouveaux variants qui se sont créés. C'est les variants qu'on refait partir, ce qu'on a appelé la deuxième vague, la troisième vague. Ce n'est pas des vagues d'exactement le même virus. C'est des variants. Et ces variants, c'est naturel qu'il y ait des variants. C'est ce que fait la grippe chaque année. C'est ce qui fait la grippe chaque année et qui fait que c'est pour ça que la vaccination de la grippe n'est pas toujours efficace pour la grippe. C'est parce qu'on ne peut jamais exactement prévoir à l'avance quel type de variant ça va être. Parfois, ça tombe bien, c'est impeccable, une couverture impeccable, et des fois, ça marche beaucoup moins bien, et voire on est à côté de la plaque. Il faut le dire, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Et donc, du coup, ces différents variants ont fait que, on a l'impression qu'à chaque fois, elle revenait, la même épidémie. Non, c'est de nouvelles épidémies, si vous voulez, avec à la clé même des modifications de la symptomatologie. Parce que moi, entre mes patients du mois de mars dernier et ceux dans ce moment, il y a des nuances, il y a des différences. Donc, on voit que ce n'est pas exactement, si vous voulez, la même maladie. D'accord. Ce n'est pas exactement la même maladie. On voit Oui. c'est le Covid numéro 2, numéro bis, numéro terre, si vous voulez. Et on sent qu'il y a des variantes de cette pathologie. Et donc, c'est pourquoi je pense que je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux rien dire. Je n'ai pas les compétences de toute façon, si ça va s'arrêter ou pas. Moi, j'ai un naturel optimiste. J'écoute aussi des scientifiques sérieux qui pensent qu'avec tous les gens qui sont tombés malades, avec la vaccination, probablement que tout ça va s'essouffler et que probablement, peut-être cet été, ou peut-être à l'automne, euh, le coronavirus sera bien affaibli suffisamment pour qu'on ne parle plus d'épidémie. Je veux savoir ce que vous pensez des vaccins. Écoutez, moi je pense qu'il faut laisser la responsabilité aux gens qui sont, par exemple, qui ne souhaitent pas être vaccinés, leur laisser cette liberté-là. Si les gens qui veulent se faire vacciner ont confiance au vaccin, ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas avoir peur d'être embêtés, puisqu'ils ont confiance au vaccin, normalement, ils sont couverts. Et qu'ils laissent la responsabilité à ceux qui ne veulent pas se vacciner de tomber malade, voire même de mourir. Chacun a le droit, je dirais, quelque part, de choisir sa vie ou son décès, pourquoi pas. Moi, je suis pour la liberté. Certains y croient un peu, certains y croient pas du tout. D'accord ? Moi, je pense qu'on a été vraiment très culottés de proposer surtout des vaccins d'une technologie nouvelle, et qu'on saura vraiment s'ils sont valables, en tout cas, qu'on peu d'effets secondaires ou qui n'entraînent pas trop d'effets secondaires que dans 1 an et demi. On le sait. Actuel qu'on peut avoir, un peu de fièvre, mal à la tête, des choses. Ça, c'est assez banal. D'accord ? Ces effets secondaires, ils sont très acceptables. Tout le monde peut accepter ça. En revanche, des narcolepsies, comme c'est arrivé beaucoup avec la vaccination du H1N1, ça, c'est pas acceptable. C'est tout simplement pas acceptable. Parce que si on vaccine beaucoup de monde et qu'il y a le même taux d'effets secondaires graves, on va avoir beaucoup de gens qui auront des graves problèmes de santé toute leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, alors que c'est une pathologie ultra facile à traiter, mais enfantine à traiter. C'est ça que je trouve un peu injuste. D'accord ? Donc, vaccination, je suis pour ceux qui disent qu'ils veulent le faire, je suis pour ceux qui disent moi je ne veux pas le faire. Et qu'on laisse la liberté aux gens de choisir en leur
âme et conscience. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et puis ils ont le droit, c'est leur droit. Laissez-la cette liberté-là. Et les gens qui sont vaccinés seront protégés. Donc c'est génial. Voilà. Après, j'espère que dans 1 an et demi, on aura des bonnes nouvelles, qu'on s'apercevra que cette nouvelle technologie aura été géniale parce que ça a apporté une bonne couverture de cette épidémie, qu'il n'y a eu pas de gros effets secondaires à long terme. Donc ça, j'aurais dit, à ce moment-là, je dirais bravo, génial, et j'irai me vacciner. En attendant, moi, je ne veux pas être cobaye, je ne veux pas servir de cobaye. Je sais que je ne suis pas immortel, je sais que ma vie est courte, et j'ai encore envie d'en profiter, j'ai plein de choses à faire sur ce monde, j'ai plein de gens à aider, à travers mon enseignement, à travers mes soins. Je ne veux surtout pas avoir une maladie sérieuse, grave et handicapante jusqu'à la fin de ma vie, simplement parce que on m'a donné l'idée, on a ancré en moi l'idée qu'on ne pouvait pas traiter cette maladie précocement. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je reste avec mes plantes, j'attends 1 an et demi avant de me faire vacciner. Mais c'est un choix personnel et je respecte totalement les gens qui veulent se faire vacciner. Je trouve ça bien. Si c'est leur choix, c'est super, c'est génial. Je les encourage, je suis avec eux. Voilà ma réponse, Daniel. Dernière petite question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent pour leur dire gardez confiance, il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent vous protéger? Qu'ils prennent conscience qu'en Asie, on a complètement géré l'épidémie différemment et qu'on a utilisé massivement les plantes qui, si c'est précocement, peuvent traiter le Covid-19 très facilement. Je vous assure, comment dire, c'est très sincère, je ne dis pas ça pour attirer l'attention, je ne dis pas ça pour avoir, je ne sais pas, m'attirer des mérites, n'importe quoi. Non, je suis animé par de la compassion. C'est mon travail de soignant. Il y a possibilité de se faire soigner cette pathologie au tout début. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aucune épidémie n'a été éternelle. Aucune. Même la pire qu'on a eue, la peste noire, etc., à un moment donné, elle s'est arrêtée. Et on est très, 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 très loin de ce type de situation. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et très probablement, quand on regarde à chaque fois ce qui s'est passé dans les grandes épidémies, il y a toujours eu des modifications intéressantes dans les sociétés. Donc, pour être optimiste, sachez que ça peut se soigner et que, en général, ces situations un peu particulières, un peu historiques, ont amené des choses intéressantes. Donc, nous allons vivre de belles périodes dans la suite. Sans doute, au départ, ça va être chahuté. On va être chahuté à cause de notre économie qui va être un petit peu compliquée. On le sait tous. On le sait tous. On va s'accrocher. On va être patient. Et on ira sans doute vers peut-être des développements dans nos sociétés intéressants. Donc, voilà, il faut espérer là-dessus, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup pour ces réponses à ces quelques questions. Merci. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. À bientôt.